Début mars 1983, dans le petit village de Chemry, près de Tours. Comme chaque fin d'après-midi, cette commune de 1000 habitants s'anime à la sortie des écoles. Pourtant, dans l'air, il y a quelque chose de très inhabituel. En quelques instants, l'histoire jusque-là bien tranquille de ce village va basculer dans le sang. Il est 18 h dans cette maison face à l'église. Jean-Pierre, un comptable de 40 ans, rentre chez lui après une journée de travail. Mais alors qu'il lit tranquillement son journal, du sang commence à perler de son nez. Comme il peut, Jean-Pierre tente de contenir le saignement, mais la situation dégénère. En quelques secondes, c'est une véritable hémorragie qui s'enclenche. L'homme, pris de panique, se vide de son sang sans pouvoir réagir. C'est dramatique. C'est comme quand on sectionne une artère. Hein. Si on ne fait rien, les gens se vident et meurent. Mais alors que Jean-Pierre est au bord de l'évanouissement, l'impensable va se produire. Au même moment, dans la rue voisine, ce mal foudroyant va toucher une deuxième maison, comme une traînée de poudre. Dans sa cuisine, Michel, une assistante maternelle de 37 ans, est en train de faire la vaisselle. Quand subitement, elle aussi est prise de saignements incontrôlables. Ça coule, hein, ça coule comme un robinet ouvert. Hein. C'est pas du goutte à goutte, c'est un robinet ouvert. Michel doit réagir au plus vite. Alors la jeune femme fonce à l'étage pour trouver des serviettes. Mais dans la salle de bain, la scène se transforme vite en film d'horreur. Il y a du sang partout, il y a du sang plein la salle de bain, il y a du sang dans les miroirs, il y a du sang... ça gicle partout, hein. Des saignements que rien ne semble pouvoir arrêter. L'assistante maternelle saisit tout ce qui lui tombe sous la main. Dans ce verre gradué, la jeune femme va ainsi perdre un demi-litre de sang en moins de 30 minutes. Mais ce phénomène terrifiant n'est pas terminé. Quelques instants plus tard, en pleine rue, le plombier du village, à son tour, est frappé d'une hémorragie incontrôlable. Alors pourquoi l'histoire tranquille de Chemry a-t-elle basculé dans un bain de sang ce soir-là? Quelle est cette terrible malédiction? Un incroyable mystère à résoudre pour les médecins et les habitants de ce village ensanglanté. Ce jour de mars 1983, plusieurs habitants de Chemry se retrouvent donc en danger de mort, victimes de terribles hémorragies. La nouvelle se répand aussitôt dans tout le village et les secours s'organisent. Michel est dans un état préoccupant. L'assistante maternelle se vide de son sang. Elle est aussitôt transportée aux urgences de l'hôpital de Blois. Alors qu'elle pénètre dans les couloirs, victime de ce mal que rien n'explique, Michel chancelle, le teint livide. Elle est sur le point de perdre connaissance. Je me sentais très faible, j'étais très pâle. Et là, j'ai vu mon médecin qui m'a dit, bon, là, il faut aller aux transfusions. Ce jour-là, un jeune médecin est de garde à l'hôpital. Le docteur Friocourt se souvient encore de la première fois où il a vu Michel débarquer dans son service, totalement paniqué. Ça saigne dans le nez, ça saigne, elle saigne, elle avale du sang, ça saigne par devant, par derrière. C'est vraiment l'hémorragie cataclysmique. Donc là, il faut un geste en urgence, il faut arriver à boucher tout ça pour que ça saigne plus. Sans attendre, une infirmière conduit la jeune femme dans une chambre. Michel va y recevoir une transfusion. Un geste qui va la sauver de ce mal étrange qui aurait pu la tuer. Le risque que je prends si je ne suis pas transfusée, c'est que le cœur pompe à vide, parce qu'il manque de sang. Il pompe, et le cœur s'accélère, et ça peut mal finir. Hein. Michel, comme ses voisins, ont frôlé la catastrophe. Mais qu'a-t-il bien pu se passer ce soir-là dans le village de Chemry? Jamais le docteur Friocourt n'a été confronté à une telle affaire. 3 habitants d'un même village qui se vident de leur sang. Et ce n'est que le début d'une longue série noire qui va frapper plus d'une dizaine d'habitants. Le médecin décide alors de se lancer sur la piste de cette étrange malédiction. Fin mars 1983. Le jeune médecin en est convaincu. Il y a forcément une explication médicale à ces saignements. Le docteur Friocourt convoque l'assistante maternelle pour l'ausculter. Évidemment, on fait un examen complet, savoir dans quel état elle est,
et la personne, pourquoi elle a saigné, s'il y a d'autres pathologies à prendre en charge en même temps. Bon, Michel est jeune, elle n'est pas cardiaque, il n'y a pas de grand risque par ailleurs. Le docteur commence donc par examiner Michel. Mais rapidement, le mystère se confirme. Friocourt doit s'y résoudre, il est dans l'impasse. L'assistante maternelle est, semble-t-il, en parfaite santé. Aucun problème de tension, pas de fracture du nez non plus. Et pour les autres victimes, les conclusions sont les mêmes. Seulement, dans les semaines qui vont suivre, le cauchemar va ressurgir. Depuis ce jour de mars 1983, Michel et les autres habitants vivent dans la peur. Désormais, ce mal mystérieux peut survenir à tout moment et s'acharner sur ses victimes sans relâche. Ça me prend n'importe quand. Si c'est dans la cuisine, c'est dans la cuisine. Même à table, hein. Ça peut être à table, au restaurant. Un village frappé par de mystérieuses hémorragies. L'enquête est au point mort, mais elle va rapidement connaître des bouleversements. C'est d'abord un spécialiste qui entend parler de cette affaire. Il va s'inviter dans les investigations et émettre une première hypothèse. À Chemry, la malédiction serait tapie là, dans l'ombre, depuis des années. Ce spécialiste, c'est Marc Sandrier. Depuis 10 ans, il n'a de cesse de dénoncer un danger très particulier. Selon lui, c'est au-dessus des maisons qu'il faut chercher l'origine de ces saignements spectaculaires. C'est une présence invisible qui est en cause. Au-dessus des maisons, des lignes électriques traversent la commune. Mais depuis quelques années, des antennes relais pour les téléphones mobiles ont également été installées. À moins de 30 mètres de sa maison, Michel peut même apercevoir celle-ci, surplombant les alentours. Marc Sandrier a été l'un des tout premiers en France à dénoncer les dangers potentiels de ces antennes relais. Leurs champs électromagnétiques auraient à la longue des effets incontrôlables sur la santé. Vertiges, migraines, brûlures, mais aussi saignements de nez. En fait, c'est une attaque des vaisseaux sanguins, ou plus exactement de leurs parois. C'est une des pathologies qui sont, une des attaques de santé qui sont répertoriées et depuis longtemps en conséquence de ces émissions-là. Voilà ce qui pourrait peut-être expliquer que plusieurs habitants de Chemry soient victimes de ces hémorragies spectaculaires. Dans le cas où, dans un village, un certain nombre de gens sont atteints de du même type d'attaque de la santé et que ce village comporte un certain nombre d'émetteurs de ce type d'émission, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est la cause. Même si aucune étude scientifique ne le prouve catégoriquement, beaucoup à Chemry en sont désormais persuadés. Ces émetteurs sont la cause de la malédiction qui ensanglante le village. Mais un nouvel élément va brusquement balayer toute cette hypothèse. En fouillant un matin dans ses photos de famille, Michel a un flash. Un souvenir traumatisant qu'elle avait refoulé depuis 50 ans. Une nouvelle piste qui remonte bien avant l'arrivée des antennes relais. Nous sommes dans les années 60. Dans les rues de son village, Michel est alors adolescente. Elle se souvient de cet épisode annonciateur de ce qu'elle va vivre 20 ans plus tard. La première fois que j'ai eu cette hémorragie, j'avais 15 ans. Je m'occupais d'enfants et j'ai saigné du nez dans un caniveau pendant au moins une demi-heure. Il y avait un ruisseau de sang qui coulait. Un épisode oublié, car ce jour-là, les saignements se sont interrompus comme par miracle. Seulement, ce souvenir fait prendre une toute autre tournure à l'enquête. Cette malédiction, Michel la porte peut-être en elle, depuis bien longtemps. Problème, cela n'explique en rien certains événements troublants, survenus depuis son admission aux urgences en 1983. En effet, le mal touche notamment d'autres membres de sa famille. Sa mère, par exemple, qui s'est mise à saigner sans raison à l'âge de 40 ans. Ou encore sa sœur Anne-Marie, touchée elle aussi par de violentes hémorragies inexpliquées, avec les mêmes symptômes que Michel.
La pire que j'ai eue, c'est le jour où j'ai saigné 1 litre de sang en 20 minutes. Je me suis mise à saigner du nez, j'ai été dans la salle de bain avec mes mouchoirs. Et quand j'ai saigné dans le verre gradué, quand j'ai vu que j'atteignais 500 millilitres, j'ai commencé à appeler mon mari parce qu'en général, après 500, je tombe dans les pommes. Et je suis arrivée à 1 litre comme ça, saigner du nez, puis au bout d'un moment, je suis tombée dans les pommes. Et là, ça s'est arrêté. Dans toute la famille, désormais on saigne, comme une véritable fatalité. Et aujourd'hui, le mal est même en train de gagner la génération suivante, comme la nièce de Michel. Quand il y a des réunions de famille où on se retrouve, ma sœur, ma nièce et tout ça, ça arrive qu'on saigne des fois à 2 en même temps ou 3 en même temps. C'est pas rare de se retrouver à 2 dans la salle de bain en train de saigner du nez. Mais le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que le mal semble avoir évolué au fil du temps. Ces saignements de nez ne sont qu'un avertissement. En effet, les mains à leur tour se mettent à saigner, puis des hémorragies internes se déclenchent. Au bout du compte, cette malédiction peut tuer. Ma mère saignait du nez et puis après, énormément du nez. Puis au bout de quelques années, elle a saigné de l'estomac, elle a saigné des intestins. Et ça s'est dégradé très vite après. Ça nous inquiétait, c'est sûr. Hein, c'était normal de s'inquiéter. Hein. On voyait bien que ça allait de moins en moins bien quand même. Hein. Ça a fini par l'emporter, quoi, à force. C'est donc une issue fatale qui se profile pour Michel et sa sœur. Pour elle, mais aussi pour les autres habitants de Chemmery touchés en 1983. Des habitants et désormais leurs familles, également en sursis. Discrètement, la malédiction est donc en train de se répandre dans le petit village. Mais contre toute attente, plus les choses s'aggravent, plus les portes se ferment entre voisins quand il s'agit d'aborder la question. Désormais, dans Chemmery, on n'évoque plus la malédiction qu'à mots couverts. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Il y a d'autres familles, mais bon, ça, c'est le sujet un peu tabou du village, quoi. Un tabou, comme si certains connaissaient le coupable. Au cœur du village, à la mairie, Roger Maubert, un enfant du pays, est forcément au courant de ces bruits qui circulent. Pourtant, monsieur le maire est plutôt mal à l'aise quand il s'agit de les évoquer ouvertement. J'en sais rien, je ne peux pas vous renseigner, je ne sais rien du tout. Moi, vous savez, je n'étais pas assez intime au départ avec ces familles-là pour pouvoir vous en parler, c'est pas possible. Vous savez, chaque famille a ses petits secrets. Hein. Puis en fait, c'est pas parce que je suis maire que je dois savoir ces choses-là. Hein. Mais quel est donc le terrible secret que cachent toutes ces familles et qui va bouleverser le village? Un mauvais sort derrière ces saignements ou du satanisme? Alors que Michel et sa sœur cherchent la vérité dans cette affaire, elles vont recevoir un soutien inattendu. Un jour, en feuilletant un magazine, Michel tombe sur un indice qui va faire progresser l'enquête. Cet article qui évoque une vallée du Jura où, comme à Chemmery, plusieurs familles saigneraient du nez. L'article cite un nom, celui d'un professeur de médecine qui travaille à Lyon sur ce phénomène étrange. Quand on a su qu'il y avait un professeur qui s'est penché sur cette maladie, on est allé le voir. On a pris notre petite voiture et on est allé à Lyon. Et on a beaucoup discuté avec lui. Cet homme, c'est le professeur Plochu. Il dirige le service de génétique de l'hôpital Louis Pradel à Lyon. Pendant de longs mois, Plochu a enquêté dans cette vallée reculée du Jura. Une vallée, elle aussi touchée par une malédiction sanglante. Dans la vallée dont nous parlons, il y avait 1000 habitants sur les 4 villages, et il y avait 50 malades, c'est-à-dire 1 sur 20. 50 habitants qui perdent leur sang dans cette vallée de la Valsérine, surnommée la vallée des mouchoirs rouges. Après des semaines d'enquête dans ce village perdu, le professeur Plochu va finir par mettre un nom sur ce phénomène inexplicable. Un mal rarissime et presque oublié. La maladie de Rendu-Osler. Les familles ensanglantées de Chemmery seront donc victimes d'un mal découvert il y a plus d'1 siècle par 2 hommes. Henri Rendu et William Osler, 2 médecins qui en 1903 vont découvrir ce syndrome incroyable sur des patients canadiens.
une malformation des vaisseaux sanguins qui provoque de violentes hémorragies. Une maladie qui, lorsqu'elle frappe, a des effets dévastateurs. La maladie est une maladie qui associe des saignements de nez répétés, et par cette répétition devenant chronique et grave, anémiant. Et enfin, le caractère héréditaire de la maladie qui se voit bien puisque c'est une hérédité verticale qui passe de parent à enfant avec une probabilité de 50%. Un premier résultat dans cette enquête qui va bouleverser les habitants. Mais avant, une question demeure. Pourquoi cette maladie s'est-elle brusquement déchaînée sur Chemmery, ce petit village du Loir-et-Cher? Michel l'ignore totalement. Jusqu'au jour où, par le plus grand des hasards, elle tombe sur un indice enfoui dans ses papiers de famille. Au détour d'une vieille ordonnance médicale, un détail troublant lui saute aux yeux. J'ai trouvé une ordonnance qui date de 55, où on appelle vraiment la maladie par le nom de Rendu Osler. Est-ce que ça avait été dit avant? J'en sais rien. Mais enfin, en 55, ça s'appelait déjà comme ça. Ce document est vieux de 60 ans. L'ordonnance est adressée à son grand-père. Dès lors, Michel va focaliser ses recherches sur lui. Un personnage dont les plus anciens se souviennent, car longtemps, il a été le boulanger du village. Un homme connu de tous, très apprécié et au-dessus de tout soupçon. Seulement, il avait une étrange habitude. À l'époque, ses voisins le croisaient souvent sur le pas de son commerce, victime d'une maladie alors inconnue dans le village. Le premier, c'était mon grand-père. Bon, il était boulanger. Il s'arrêtait souvent de travailler parce qu'il saignait beaucoup du nez en travaillant. Il saignait du nez dans des boîtes à conserve qu'il remplissait. Hein. Dehors, assis sur une marche, il emplissait sa boîte. Il attendait que ça se passe. Et des fois, c'était long. Des fois, il y avait 2 boîtes. Le grand-père serait donc à l'origine de cette maladie familiale. Et il aurait transmis sa maladie génétique à tous ses descendants. Mais une question demeure. Pourquoi d'autres familles de la commune sont-elles aussi frappées par ce mal? Et c'est justement en enquêtant sur son grand-père que Michel va peu à peu découvrir le secret de ce village maudit. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait vivre, qui aimait boire un petit coup, qui aimait retrouver ses copains. Il y avait toujours des grandes tablées chez nous, chez lui, parce qu'il aimait beaucoup avoir plein de monde autour de lui. Le grand-père est un homme jovial, un bon vivant, qui n'aime pas seulement les fêtes et les grandes tablées. Dans le village, tout le monde le sait, il a aussi un grand tempérament de séducteur. Je sais qu'il a fait des propositions à plusieurs femmes, acceptées ou acceptées pas, mais je sais qu'il en a fait, oui. Le grand-père de Michel était plus qu'un simple boulanger de village. L'homme avait surtout une double vie. Un secret jalousement gardé par les plus anciens depuis des années. L'homme aurait donc transmis sa maladie à des enfants illégitimes. La clé de l'histoire, c'est que mon grand-père était un coureur de jupons, puis c'est tout. Eh ben, c'est qu'il a fait des enfants ailleurs, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher d'autres explications. Il y a eu des enfants, et puis voilà. Pour l'état civil, le grand-père a eu une femme, la grand-mère de Michel. Mais en réalité, l'homme a entretenu dans le plus grand secret 2 liaisons avec des femmes mariées du village, laissant derrière lui 4 enfants illégitimes. Des enfants puis des petits-enfants. Mais au gré de ces infidélités, le grand-père a transmis à toute cette descendance sa maladie génétique. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs familles de Chemmery sont frappées par les mêmes saignements. Une histoire incroyable que Michel a fini par raconter au docteur Friocourt, le médecin qui l'avait sauvé en 1983. Selon lui, tous ces cas dans un même village ne sont évidemment pas le fruit du hasard. C'est une maladie génétique, donc ça se transmet génétiquement.
Donc il est probable que les gens du même village atteints de cette même maladie génétique, on a un marqueur génétique, sont des cousins qui s'ignorent. Des cousins qui subissent tous cette malédiction, mais beaucoup préfèrent la garder pour eux. Car si Michel a accepté les incartades de son grand-père, il en va autrement des descendants de ses deux maîtresses, pour qui ce lourd passé reste un sujet tabou. Il ne l'accepte pas. À part une personne qui l'acceptait et avec qui on était très bien, les autres ne l'acceptent pas. Ça, c'est pas notre problème ni le leur, c'était le problème de nos grands-parents. Hein. Ça n'a rien à voir avec... On n'a pas à juger ce qui s'est passé dans le temps et on n'a pas à... Il suffit d'accepter maintenant, hein. C'est fait, c'est fait. Nous, on n'y est pour rien, ni les uns ni les autres. Une affaire qui touche à sa fin. En attendant, Michel et sa sœur voudraient bien tourner la page. Mais voilà, rien ne semble pouvoir stopper la malédiction du village qui saigne. Sur les 4 enfants de Michel, 2 sont aujourd'hui frappés de ce mal, qu'ils ont déjà peut-être transmis à leurs propres enfants, sans que Michel puisse mettre un terme à cette terrible fatalité. Moi, ce que je souhaite, c'est que le gène soit isolé et qu'on ne puisse plus le transmettre. C'est surtout ça. Parce que moi, je vous assure que de l'avoir transmis à mes fils et à mon petit-fils, à ma petite-fille, ça passe pas, ça. Un mal pour lequel il n'existe aucun traitement et qui, au fil des générations, s'étend à travers toute la France. 10 000 personnes seraient déjà victimes de cette maladie qui peut à tout moment ensanglanter d'autres villages.